Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle revue mensuelle sur l'actualité de l'Amérique latine. Alors il y a de nombreux followers, comme on dit, qui nous ont découvert avec nos analyses sur le Venezuela. Bienvenue sur les deux rives, n'hésitez pas à partager les vidéos. Un grand merci évidemment à tous les donateurs. Il faut le redire chaque mois, c'est grâce à vous aussi qu'on arrive à faire ces vidéos et les reportages qu'on fait en Amérique latine. Donc évidemment, on vous invite à nous suivre sur le canal Telegram, aussi sur le site lesdeuxrives.info, à aller sur le site, vous inscrire sur la newsletter pour recevoir des informations. Alors, on pourrit pas la boîte mail, bien évidemment. Hein. C'est généralement un envoi toutes les 3 semaines, tous les mois, où on condense l'information sur l'Amérique latine. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas aussi à cliquer sur ce site, à cliquer sur Soutenez-nous et faire un don à la mesure de vos moyens. Il n'y a pas de petits dons. Voilà. Les gros dons forment les grosses rivières de dons, même si on n'a pas été submergé par un tsunami. Mais en tout cas, on vous invite évidemment à faire connaître aussi nos analyses et notre site lesdeuxrives.info. Pourquoi? Parce que ça donne, on va dire, un son discordant, hein, un son que vous entendez pas dans les grands médias et qui vous aide à forger votre propre opinion. Et puis c'est un son, on va dire, spécialisé. Hein, sur le Venezuela, on ne s'est pas improvisé spécialiste du pays en 15 jours parce que l'actualité le méritait. Ça fait 25 ans qu'on suit ce pays plus les autres pays de l'Amérique latine, qu'on a une vision, on va dire, de l'intérieur, n'est-ce pas? De l'intérieur et du point de vue des luttes populaires. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va reparler du Venezuela, évidemment, parce que il s'est encore passé énormément de choses, mais pas que. On va parler aussi du Honduras. On va parler de la Bolivie, où il se passe des choses très intéressantes et où on avait suivi les élections. On était allé faire des reportages en Bolivie durant l'élection en août 2025. On va parler aussi rapidement de l'Argentine, du Pérou aussi, puisque le Pérou, c'est le modèle que les États-Unis voudraient avoir en Amérique latine selon la stratégie de sécurité nationale. Et on parlera aussi justement de la vision des États-Unis pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Alors, il y a une vision des États-Unis qui est globale. Hein. Elle ne s'arrête pas à l'Amérique latine et les Caraïbes. Hein. On le voit avec l'Iran, le Groenland, Taïwan, etc. Mais nous, ici, évidemment, on s'arrêtera à analyser la vision des États-Unis pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Donc, sans plus attendre, on file au Venezuela. Qu'est-ce qui s'est passé au Venezuela ces dernières semaines? Donc, je renvoie évidemment à toutes les vidéos que nous avons fait jusqu'alors pour analyser le bombardement, les impacts, les conséquences immédiates, etc. Tout ça, on a traité. Mais c'est important aussi parce que l'actualité avance un peu plus rapidement ces derniers jours, donc de revenir. Dans la dernière vidéo, on avait dit que Delcy Rodriguez n'avait pas trahi Nicolas Maduro. Non, visiblement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu effectivement, l'enquête le dira, on va le répéter, une trahison interne. Il y a des témoignages qui commencent à sortir, notamment de soldats qui ont participé au combat et qui ont été blessés, notamment des soldats vénézuéliens et cubains. Et il y a un témoignage d'un soldat cubain qui raconte que les hélicoptères ont lancé des missiles ou ont mitraillé depuis les airs en sachant exactement les endroits qu'il y avait à mitrailler, non? C'est-à-dire le dortoir des gardes du corps, les guérites de surveillance, etc. Donc oui, il y a eu une trahison interne, ça c'est sûr, mais trahison institutionnelle, non. De fait, bon, je renvoie la dernière vidéo qu'on a fait sur le sujet, mais pour renchérir là-dessus, par exemple, il y a eu un discours du fils de Nicolas Maduro, donc qui est député à l'Assemblée nationale, dans lequel, étant donné que c'est la famille, a pu avoir un contact avec son père, et donc son père a toute la confiance en sa vice-présidente Delcy Rodriguez. Donc, je veux dire, s'il avait été trahi par Delcy Rodriguez, je pense pas qu'il aurait dit
un truc comme ça. Et dans le pays, alors ça c'est intéressant, dans le pays, il y a de manière très régulière des manifestations monstrueuses du chavisme réclamant la liberté de Nicolas Maduro, de sa femme Cilia Flores, et finalement montrant l'unité de ce mouvement populaire révolutionnaire qu'est le chavisme. Alors c'est par secteur de population, c'est-à-dire une journée c'est les femmes qui manifestent, une autre journée c'est les jeunes, une autre journée c'est le secteur des ouvriers, le secteur des pêcheurs ou le secteur du transport, etc. D'ailleurs c'est assez rigolo parce que j'ai mis une photo sur mes réseaux sociaux et une vidéo de la manifestation du secteur des transports. Et alors j'ai eu une montagne de trolls qui sont venus commenter en me disant c'est pas vrai, c'est faux, c'est un montage, etc. Et ça, au-delà évidemment que c'est pas vrai, parce qu'il y avait quand même des milliers de personnes défilant, ça prouve que pour une certaine frange de l'opposition radicale et qui vit en dehors du pays, le chavisme n'existe pas. C'est-à-dire que dans l'optique de prendre le pouvoir, si il voit le chavisme, il faudrait l'exterminer. Ça, c'est intéressant. Quand vous dites ça n'existe pas ces manifestations et qu'il y a des dizaines de milliers de personnes dans les rues, qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes en face de cette manifestation? En fait, c'est vraiment l'extermination d'une partie de la population. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? C'est éclairant, on va dire, parce que c'est exactement ce que Trump ne veut pas. Il l'a dit lors d'une interview, alors qu'on lui redemandait pourquoi Madame Machado, vous ne l'avez pas installée au pouvoir. Alors nous avons analysé pourquoi. Pourquoi? C'est parce que en réalité il ne peut pas, parce que ça aurait plongé le pays dans un chaos, dans un bain de sang, duquel il y aurait eu pour conséquence des centaines, voire peut-être des milliers de morts du côté des États-Unis, puisque le Venezuela, en plus de son armée, une milice populaire qui quadrille le territoire et qui est prêt à la défense de la souveraineté nationale. Donc ça aurait été une bataille de rue, une guérilla urbaine, ça aurait duré très très longtemps, et Trump ne voulait pas ça. Et de fait, il l'a dit très clairement. Remember a place called Iraq where everybody was fired, every single person, the police, the generals, everybody was fired, and they ended up being ISIS. Instead of just getting down to business, they ended up being ISIS. So I remember that. Il a dit, mais regardez ce qui s'est passé en Irak. On a installé une opposition et un proconsul à l'époque, c'était John Negroponte. Qu'est-ce qu'on a fait? On a démantelé l'armée, on a démantelé les fonctionnaires, on a démantelé, comme la migration vénézuélienne radicale veut démanteler le chavisme, qui va plus que ça, parce que c'est une identité collective, le chavisme. Et Trump dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a donné Daesh. Et on veut pas avoir ça au Venezuela. De fait, on l'a bien vu. Avec la visite, alors là, c'était dans l'abject. Mais c'était le malaise, vraiment. Quelle horreur. Puisqu'on a eu donc la visite de Maria Corina Machado, donc qui avait été mise sur la touche par Donald Trump, et donc elle est allée à la Maison Blanche, donc elle est rentrée par l'entrée de service, vraiment, enfin vous voyez, il y a des images où on la voit s'identifier par l'entrée du personnel, quoi. Normal, hein, c'est le personnel finalement. Je pense que la prochaine fois elle rentrera par les chiottes. Mais évidemment, ça c'est fait. Trump voulait l'humilier. Et ça fait partie de ces humiliations. Elle est venue pour se faire humilier comme une limace, puisqu'elle a offert à Donald Trump son prix Nobel de la paix. Tenez, maître, voici ce qu'on m'a donné, voici le butin qu'on m'a donné pour vous. Alors évidemment, la Norvège a plus besoin de ça pour se ridiculiser, mais évidemment le comité Nobel a dit non, c'est pas possible, etc. Alors il y avait eu un précédent de Knut Hamsun qui avait donné son prix à Goebbels. Donc finalement on voit finalement le genre de larve et à qui il prête allégeance. Et au moment où Machado est avec Trump en train de prendre une photo de la remise du prix Nobel,
Catherine Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, donne une conférence de presse dans laquelle elle réitère que Madame María Corina Machado n'a aucun soutien, aucun respect au Venezuela. ¿Sigue considerando el presidente que sería muy difícil para la señora Machado ejercer la presidencia en Venezuela porque no goza de respeto y apoyo en el país? La evaluación del presidente que usted menciona se basa en la realidad en el terreno. Es una evaluación realista, basada en lo que el presidente ha escuchado y visto a través de sus asesores. Su opinión no ha cambiado hasta el momento. Machado qui dit Donald Trump est le meilleur, je serai présidente au moment où... non, t'es sur la touche. Et à mon avis, pour longtemps. De fait, Donald Trump appelle désormais Delcy Rodriguez la présidente. Il y a eu un échange téléphonique entre les deux, visiblement assez long. Delcy Rodriguez, comme Donald Trump, déclare avoir eu un entretien courtois, long, courtois, dans lequel ils ont notamment parlé d'échanges diplomatiques et économiques. Number one, we just had a great conversation today, and she's a terrific person. I mean, she's somebody that we've worked with very well. Marco Rubio is dealing with her. I dealt with her this morning. We had a long call. We discussed a lot of things, and I think we're getting along very well with Venezuela. Yes. Trump a réuni les majors pétrolières pour développer ou réinvestir au Venezuela. Et là, ça a été assez rigolo. Pourquoi? Parce que Trump demande au PDG d'Haliburton, Haliburton c'est donc les services pétroliers, et il lui demande, mais pourquoi vous avez quitté le Venezuela? Quand est-ce que vous avez quitté le Venezuela? En 2019, président. Et pourquoi avez-vous quitté le Venezuela? C'est vous qui nous avez forcé à quitter le Venezuela avant. Couldn't express gratitude more so for the opportunity to return to Venezuela under the stability that I know that this team and your team are able to deliver. And so When did you leave? Huh? When did you leave Venezuela? As a company, we left under the sanctions in 2019. So we had intended to stay, and then when the sanctions went into place, we were required to leave. Et puis ensuite, Trump s'entretient avec les autorités de Exxon ou de ConocoPhillips, et Exxon dit non. Nous, ça nous intéresse pas. La législation du Venezuela est encore trop dure pour nous. En fait, ce que veut le Exxon, c'est le Pérou ou le Guyana, enfin, je veux dire, pillé en réalité. C'est pas le cas du Venezuela. Le Venezuela a une législation dans laquelle, donc, il y a eu une première nationalisation du pétrole en 1976. Alors, c'est pas les armes à la main, hein. Exxon a été indemnisé à l'époque pour les champs de pétroliers qui ont été nationalisés. Exxon et d'autres, ils ont été indemnisés au-dessus de la valeur de ce que valait leur exploitation pétrolière. Ce qui a donné énormément de critiques d'ailleurs à l'époque au Venezuela. Et ce que Exxon appelle, parce qu'ils ont dit on s'est fait exproprier 2 fois, on n'a pas envie d'une 3e fois, c'est trop instable, etc. En fait, ce qu'il appelle la deuxième expropriation, c'est que en 2005, Chavez fait de nouvelles lois pétrolières dans laquelle, pour exploiter un champ pétrolier, il faut une joint venture avec l'entreprise publique PDVSA, donc dans laquelle PDVSA devait avoir 51% des actions. Voilà. Et cette loi est encore en vigueur, même si, en 2019, l'Assemblée nationale a baissé le pourcentage d'actions minimum de PDVSA parce qu'ils avaient besoin d'investissements étrangers, ils l'ont baissé à 30. Donc pour Exxon, c'est trop, en fait. Exxon veut 0. Ça ne veut rien. Laisser quelques miettes et piller le pétrole. Mais donc, ça veut dire quoi? En réalité, qu'est-ce qu'a dit Exxon à Donald Trump? Ils lui ont dit, mon coco, tu contrôles pas le pays. Il y a des autorités sur place, il y a un pouvoir législatif, il y a un pouvoir exécutif, et ils n'ont pas changé leur loi. Donc tout le blabla sur les réseaux sociaux et compagnie, là, il a éclaté. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des négociations pétrolières, Trump a décidé de... Oui, c'est vrai. Les États-Unis, c'est-à-dire Trump, avec le coup de force totalement illégal, l'enlèvement du président Maduro, a joué des coudes pour revenir dans le business du pétrole vénézuélien. Qui est-ce qui a accouru aussi au Venezuela? Et des entreprises qui
qui faisaient du business avec le Venezuela et qui ont été obligés de sortir ces dernières années en raison du blocus criminel imposé contre le Venezuela. Au passage, une petite parenthèse. Quand vous entendez des spécialistes parler du Venezuela sans se référer au blocus ou juste en mentionnant les sanctions comme un truc marginal, ne les écoutez pas. Ça, c'est un très bon indicateur pour savoir si une personne connaît la situation ou pas, parce que le blocus est évidemment central. Alors, donc il y a des négociations pétrolières, bien évidemment. Trump a dit même qu'il achetait le pétrole vénézuélien plus cher que le cours du marché. Alors ça, c'est pareil, c'est des tweets, faut pas trop le regarder. Mais ce qui est vrai, c'est que sur le mode de commerce qui existait entre l'entreprise états-unienne Chevron et l'État vénézuélien, bah, ça va s'étendre. Et même, il y a donc une partie des sanctions vont être levées. J'ai même vu que le département du Trésor autorisait Chevron à payer en dollars le Venezuela. Et donc, nous avons les autorités vénézuéliennes qui s'adaptent, on va dire, à ce nouveau cycle. Alors, ce nouveau cycle signifie-t-il la mort du chavisme révolutionnaire, un virage à 180 degrés, le retour sous la coupe unique des États-Unis, etc. Alors ça, d'ailleurs, ça me fait rigoler parce que, alors ça, pour le coup, l'opposition on va dire de néolibérale, néocoloniale, le mentionne pas trop. Cette accusation-là, elle vient de secteurs de gauche qui se veulent plus révolutionnaires que les révolutionnaires, comme la fraction minoritaire du Parti communiste vénézuélien et quelques personnalités ex-chavistes qui ne sont plus chavistes depuis plus de 10 ans et qui étaient de farouches opposants à Maduro et qui aujourd'hui s'offusquent parce que Delcy Rodriguez trahirait Maduro. C'est pas important. C'est pas important. Non, je pense pas. Le Venezuela a évidemment un pistolet sur la nuque. Alors, un pistolet sur la nuque, mais aussi avec des arguments à faire valoir. Hein. Si les États-Unis n'ont pas envahi, n'ont pas mis Maria Corina Machado à la tête de l'État, si Donald Trump n'a pas d'un claquement de doigts changé toutes les législations sur le pétrole, etc., ben c'est aussi parce que il peut pas. Et parce que il y a un gouvernement souverain. Delcy Rodriguez l'a dit plusieurs fois. Delcy Rodriguez dit que de toute façon, ils continueront à avoir des relations avec le monde multipolaire. L'agenda energética entre Venezuela y los Estados Unidos. Las primeras empresas que llegaron al lago de Guanaco en 1875 eran estadounidenses. No estamos inventando el agua tibia. Lo que estamos sí es en medio de una agresión y de una feroz amenaza, moldeando lo que debe ser una cooperación energética basada en la decencia, la dignidad y la independencia. Que las constricciones en la política interna y las constricciones que buscan dominar nuestra política externa se disipen definitivamente. Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo. Con todos los pueblos del mundo y con los Estados Unidos también. Les États-Unis vont certainement revenir à faire du business, c'est-à-dire à du business pétrolier, mais aussi à vendre des produits au Venezuela, des produits qui se vendaient plus, notamment des pièces de rechange dans l'industrie, tant mieux hein, pour l'industrie vénézuélienne, dans le secteur de l'agriculture. Alors ça, on verra, parce que si c'est des tracteurs, des pièces de rechange, des graines, etc., voire d'autres produits, des produits pour irriguer, de la construction, c'est très bien. Par contre, il va pas falloir évidemment détruire l'agriculture vénézuélienne qui a mis quand même un siècle à se stabiliser, non? Et aujourd'hui, le Venezuela produit 90% de ce qu'il mange, donc ça, il faut éviter de le détruire avec des importations de produits finis
des États-Unis, mais je pense que ça rentre dans les négociations. Le pouvoir vénézuélien n'est pas un vassal. Là, il a des moyens aussi de gérer. D'ailleurs, Delcy Rodriguez s'est réuni avec l'ambassadeur de Chine, s'est réuni avec de nombreux ambassadeurs du monde multipolaire, mais aussi de l'Union européenne. Bon, on est dans une stabilisation de la situation au Venezuela, un nouveau cycle qui n'augure pas un cycle de vassalité pure. On y reviendra sur ça. Bon, pourquoi? Qu'est-ce que les États-Unis cherchent en Amérique latine et ne trouveront pas au Venezuela? Alors évidemment, il y a eu toute une série, mais qui nous permettent de comprendre certaines choses. Il y a eu toute une série de spéculations puisque le directeur de la CIA est venu à Caracas, a été reçu par Madame Rodriguez, donc Monsieur Ratcliffe, et visiblement Monsieur Ratcliffe a eu des contacts ou aurait eu des contacts avant le bombardement de Caracas et l'enlèvement de Nicolás Maduro. Et donc en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que Monsieur Ratcliffe était au Venezuela et aurait eu des contacts avant le bombardement comme un nouvel intermédiaire. On sait que le Trump jouait entre le pragmatisme pétrolier représenté par le diplomate Richard Grenell, les faucons représentés par Marco Rubio, et visiblement, il y aurait eu un troisième médiateur qui aurait été Monsieur Ratcliffe, mais pas l'institution de la CIA, sinon Ratcliffe comme proche de Donald Trump. Et donc, avec tous ces canaux qui existaient aussi de communication, y compris, on se rappelle, avec un appel téléphonique entre Maduro et Trump, bah aussi ça explique un peu ce qui s'est passé par la suite, c'est que les autorités vénézuéliennes étaient plutôt confiantes de pouvoir trouver une solution négociée, c'est-à-dire celle qui est en place en ce moment. Et je me rappelle que lorsque j'étais au Venezuela en décembre, j'ai participé à un événement en présence de Nicolás Maduro dans un barrio. Il inaugurait un je sais plus quoi dans une commune à Caracas et je les ai trouvés très cool, très relâchés. C'est-à-dire que vous aviez sur l'estrade, vous avez Maduro, vous aviez le ministre de la Défense, la maire de Caracas, des officiels du parti, des ministres. Et ma première réaction, c'est de dire mais s'ils foutent un drone là-dedans, mais ils crèvent tout le monde. Et puis moi aussi d'ailleurs. Ma deuxième réaction, c'est de dire mais si le drone y tombe, moi aussi j'y passe. Et c'est vrai que ça m'a frappé. Et en fait, c'est peut-être possible aussi qu'il y avait une certaine confiance parce qu'il y avait des négociations. Et on sait que les États-Unis adorent bombarder pendant des négociations. Hein. Ils l'ont fait en Iran, ils le font de manière finalement assez régulière. Donc en fait, il y a une continuité. Quand Nicolás Maduro dit à Ignacio Ramonet, Maria Corina Machado n'a pas de soutien, et je sais que Trump le sait, il y a eu échange. Hein. Donc on est sur la voie d'un nouveau cycle, alors qui s'ouvre symboliquement par le bombardement, mais qui était préparé, je pense, à mon avis, et voulu, puisque comme je vous l'avais déjà expliqué, c'était aussi voulu essayer d'avoir des relations commerciales le plus cordiales possible, etc. Más de 1000 llamados al diálogo. Desde que un 14 de abril del año 2013 el pueblo me eligió presidente de la República. Y vivimos la primera guarimba, una guarimba que duró una semana. Porque la derecha venezolana no quiso reconocer los resultados de esas elecciones. Allí yo dije, diálogo. Luego, un año después, en el año 2014, bueno, se lanzaron a la locura de la llamada La Salida. Estaba el gobierno de Obama. Es imposible que esta derecha toda se lanzara a una guarimba que duró 3 meses sin la autorización, sin el apoyo, sin la inteligencia, sin el dinero del gobierno de Estados Unidos. Imposible. Ellos no se mandan. Ellos no se mandan. Y nosotros, ¿qué dijimos? ¿Qué dije yo? Diálogo. Y bueno, yo en varias oportunidades, luego ellos ganaron las elecciones en el 2015. Y yo en el 2016 dije diálogo, diálogo, diálogo.
establecimos diálogos aquí en noviembre, diciembre, enero 2017 después. ¿Y qué hizo la oposición cuando ganó Donald Trump? Se fueron a 4 meses de violencia insurreccional para derrocar al gobierno. Luego convoqué, después de ganar el 20 de mayo 2018, convoqué nuevamente. ¿Y cuál fue la respuesta? Un 4 de agosto, en la avenida Bolívar del año 2018, mandarme a matar. Lanzaron unos drones, los más modernos para entonces, y estuvimos a centímetros de ser asesinados. ¿Qué hice yo? Convocar a diálogo. Luego pasó lo del 2019, la autoproclamación de este señor, el intento de invadir el país desde Colombia. Y afortunadamente en septiembre de 2019 instalamos una mesa de diálogo que ha sido muy fructífera para el país, con partidos políticos, dirigentes de la oposición, y eso ha ido marcando el camino. Las oposiciones, todos los grupos políticos opositores. Yo diría que el 99%. Siempre habrá alguien que se quede en el camino de la violencia. Eso siempre ha sucedido. Siempre hay alguien que se quede en el camino del intervencionismo. Nosotros vamos por el camino de Chávez, por el legado de Chávez. Amamos profundamente ese legado. Ponemos nuestra vida, nuestra sangre, nuestro cuerpo al servicio de ese legado. Y que nadie vaya a pensar que Nicolás Maduro nació para traidor, o de repente amaneció traidor un día. No, yo soy un revolucionario. Y ese que se sienta ahí a hablar en la mesa de diálogo con las oposiciones, y ese que se sienta ahí a hablar con Fedecámara, y ese que estaba listo para hablar con Trump, es un bolivariano, un revolucionario, un chavista. Y cuando se sienta ahí, se sienta como tal. Donc voilà, on en est là. Il y a eu des échanges. Madame Rodriguez a dit que 500 millions de dollars avaient été payés au Venezuela. Elle a annoncé la création de 2 fonds souverains. Le premier pour la protection sociale, pour améliorer les salaires des travailleurs, et de la même manière que les devises servent à améliorer les infrastructures publiques comme les écoles, l'alimentation et l'habitat. Et la création d'un deuxième fonds souverain pour les infrastructures et les services, pour le développement économique et social, et notamment pour stabiliser le Bolivar, pour éviter le retour d'un cycle inflationnaire. Voilà. Si c'était un pays à la botte, il n'y aurait pas ça. Hein. Juste pour. Et en plus de ça, elle a annoncé la création d'une plateforme technologique d'un site web pour rendre transparent les rentrées d'argent et les investissements. Par ailleurs, l'Assemblée nationale se réordonne, on va dire, avec la réorganisation en 8 pôles législatifs pour certaines réformes économiques, sociales, au niveau électoral aussi, j'ai vu, et pour essayer que qu'il y ait moins de bureaucratie d'État qui ralentisse la reprise économique. Alors ça veut pas dire on vire tout le monde, hein. C'est pas le langage vénézuélien. C'est juste qu'il y a dans ces pays des bureaucraties généralement assez lourdes, et que c'est un peu le stéréotype de pour avoir un papier il faut aller à 10 officines différents, etc. Donc visiblement ils veulent faciliter en tout cas le passage bureaucratique. Alors il y a eu aussi évidemment des changements ministériels. Alors on m'a dit qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc c'est très intéressant effectivement. Nous avons eu le capitaine, je crois qu'il est capitaine, hein, Escalona, qui était l'aide de camp historique de Chavez, qui avait aussi travaillé avec Nicolás Maduro de nombreuses années, et puis qui, depuis quelques années, avait été élu député pour Caracas. Donc c'est une personne liée au premier cercle du chavisme depuis des années, et donc Escalona
a été nommé directeur de cabinet de Delcy Rodriguez. Il y a eu donc un changement intéressant. Le ministre de la Communication, qui est un fidèle de Jorge Rodriguez, le président de l'Assemblée nationale et accessoirement le frère de Delcy Rodriguez, passe du ministère de la Communication au ministère de l'écosocialisme. C'est l'équivalent du ministère de l'Environnement et c'est un ministère aussi décisif dans l'exploitation minière. Non, donc ça, c'est effectivement assez intéressant. Au ministère de la Communication, donc il y a eu Delcy Rodriguez a nommé Miguel Ángel Pirela, philosophe que nous avions interviewé à Caracas. Alors Miguel Ángel, moi, je l'ai connu en 2003 à Paris. Ça fait 26 ans. Donc, vous voyez, bon, je peux vous en parler si vous voulez. Ça, je connais les acteurs de ce qui se passe au Venezuela. Donc, c'est un grand professionnel, évidemment, intellectuel, professionnel de la communication. Je pense qu'il fera un excellent travail au niveau national et au niveau international pour faire connaître ce qui se joue aussi au Venezuela. Et puis, évidemment, donc là, il y a eu un rock, on va dire, non, de personnalité. Et puis, pour ceux qui suivent un peu le Venezuela, il y a eu évidemment on va dire un changement important puisque Alex Saab donc quitte le ministère du Commerce extérieur pour rien pour l'instant. Et le ministère du Commerce extérieur est fusionné avec le ministère de l'Industrie, et donc c'est le ministre de l'Industrie actuel qui assume les deux ministères. Donc Alex Saab, c'est pas un ministre quelconque, on va dire. Alex Saab, c'est un entrepreneur donc colombo-vénézuélien qui a acquis la nationalité vénézuélienne sur le tard. C'est un entrepreneur qui faisait du business en Colombie et qui s'est installé au Venezuela donc il y a plusieurs années. Et durant le blocus, Alex Saab, c'est celui qui met une flotte de bateaux pour importer des aliments et des médicaments, mais de manière quasiment pirate, je dirais. En fait, c'était une stratégie pirate pour répondre à de la piraterie internationale qui était le blocus contre le Venezuela, qui visait à affamer la population et à faire en sorte qu'on ne puisse pas se soigner et qu'on meure de maladies bénignes. Et Alex Saab, il fait le boulot, il empêche en réalité le Venezuela de s'enfoncer dans la crise et de s'enfoncer dans une spirale de misère, puisque le Venezuela, historiquement, en tout cas depuis un siècle, importait absolument tout en vendant du pétrole. Donc il importait la nourriture, il importait les médicaments. Une fois que le pétrole est interdit d'être acheté par les États-Unis, vous n'avez plus rien. C'est ce qui s'est passé. Et donc Alex Saab, alors pas de manière philanthropique, je pense qu'il a gagné beaucoup d'argent avec ça, mais il a pris énormément de risques en créant des routes, en créant tout un système pour échapper au contrôle des États-Unis, au blocus. Je vais vous donner un exemple. Le Venezuela n'a plus de relations diplomatiques, commerciales, économiques, aucune relation avec Israël depuis l'année 2006. Et un jour, j'ouvre à Caracas, je sais plus si c'était chez moi ou bon, bref, j'ouvre un carton du CLAP, donc qui sont ces caisses de 17 kilos d'aliments qui ont permis aux Vénézuéliens de subsister dans ces années-là, donc les aliments étaient notamment importés par les réseaux de Monsieur Saab. Et j'ouvre la caisse et je vois des pâtes made in Israël. Donc, en fait, je pense pas qu'il l'avait acheté à Israël, mais si vous voulez, c'est des trucs qui se vendaient en haute mer. C'était des trucs totalement spéciaux, des routes spéciales. Donc, voilà. Et Alex Saab a été kidnappé par les États-Unis au Cap-Vert et a fait 3 ans de prison dans des conditions atroces. Évidemment, les États-Unis voulaient marquer le coup pour dire on ne veut plus que vous essayez de passer au-dessus du blocus. Mais bon, les routes étaient là. Et une fois qu'Alex Saab est revenu au Venezuela, il avait été nommé ministre du Commerce extérieur puisqu'il y avait le blocus. Et donc là, ça a donné aussi un coup de fouet, on va dire, à la possibilité du Venezuela
de signer des accords économiques avec des entreprises. Parce que si vous signez un accord économique avec une entreprise étrangère, immédiatement, l'entreprise étrangère va être mise sur la liste du département du Trésor et donc sanctionnée. Donc elle va être déconnectée du système dollar. Donc il y avait tout un hermétisme, un secrétisme, des manières un peu pirates de mener une économie. L'éviction d'Alex Saab du ministère du Commerce extérieur, c'est une façon de dire, c'est fini. Et une partie de ce que importait Alex Saab devrait maintenant être importé des États-Unis, qui est quand même à 3 heures de bateau de Caracas. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le lire en réalité. Et puis il y a eu, alors ça aussi, ça m'a fait plaisir, comme Miguel Pirella, je suis très content que ces gens assument des positions très très hautes, non, dans la fonction publique. Il y a eu une autre nomination, alors parce que évidemment les rumeurs vont bon train, comme quoi les frangins Rodriguez, donc Jorge, le président de l'Assemblée nationale, Delcy, la présidente en charge du Venezuela, et Diosdado Cabello, qui est une figure très puissante au Venezuela, qui est le ministre de l'Intérieur, qui a un pied dans l'armée, un pied dans la police, et qui est le secrétaire général du parti, et que les militants adorent. Les trois, c'est quand même un condensé des autorités du chavisme, et donc évidemment les rumeurs vont bon train, comme quoi ils veulent les séparer, créer des dissensions, etc. Delcy Rodriguez, tout le monde a publié des photos dans lesquelles les trois sont en train de travailler ensemble, etc. Et puis il y a eu cette nomination donc à la tête de la télé d'État, de France Télévisions au Venezuela, on va dire ça comme ça, de Hernán Canorea. Donc Hernán Canorea, c'est pareil, hein, ça fait 20 ans que je le connais, Hernán, parce que c'était le petit ami d'une très bonne copine à moi, etc. Donc ça fait assez longtemps qu'on se connaît. Donc je peux vous dire aussi, c'est-à-dire quand il y a des changements comme ça, il faut savoir qui sont les personnes, ce qu'elles représentent, dans quel camp elles jouent, etc. Je peux vous dire qu'Hernán, par exemple, c'est pas le chavisme modéré. Au contraire, c'est le chavisme révolutionnaire. Et c'est un excellent professionnel qui a travaillé télé, radio, journaliste à la base, me semble-t-il, et excellent communicant, et qui, depuis 10 ans, était le producteur général du programme de Diosdado Cabello. Voilà. Donc quand on dit que ils essaient de le mettre sur la touche, Diosdado, etc., ils ont nommé un de ses bras droits dans le monde de la communication à la tête de la télé d'État. Voilà. Donc voilà un peu comment ça se réorganise, on va dire. Donc il n'y a pas de scission, il n'y a pas de friction. Il y a un nouveau temps qui arrive, évidemment. Une nouvelle étape, et dans cette étape, évidemment, le Venezuela a des manières de négocier, et surtout que la crise aux États-Unis interne est en train de prendre de l'ampleur. Il y a des élections au mois de novembre. L'Europe est en train de montrer un petit mécontentement par rapport aux États-Unis sur la question du Groenland. La Chine et la Russie continuent la construction du monde multipolaire avec toutes les puissances du Sud global. Donc les États-Unis, on ne sait pas sur quel pied ou quel levier ils peuvent avoir sur le temps long, hein. Et justement, c'est là où je voulais en venir. Je vais parler justement, alors là, je vais revenir sur l'Amérique latine et les Caraïbes, puisque les États-Unis ont fait paraître donc leur stratégie de sécurité nationale, et c'est une stratégie, alors pour l'Amérique latine, c'est le retour de la doctrine Monroe. Je vais vous lire quelques passages qui sont très éclairants sur la stratégie des États-Unis sur l'Amérique latine. Donc il dit, page 16. Après des années d'abandon, les États-Unis réaffirmeront et appliqueront la doctrine Monroe afin de restaurer la prééminence états-unienne dans l'hémisphère occidental. L'hémisphère occidental comprenait l'Amérique latine et les Caraïbes. Et de protéger notre patrie et notre accès à des zones géographiques clés dans toute la région. Nous refuserons aux concurrents non hémisphériques la possibilité de positionner des forces ou d'autres capacités menaçantes ou de posséder et de contrôler des actifs stratégiquement vitaux dans notre hémisphère. En d'autres mots, dehors la Chine.
Alors ça va être très intéressant à suivre puisque la Chine est le premier partenaire commercial des pays d'Amérique latine, à part un ou deux qui reconnaissent encore Taïwan comme étant le représentant de toute la Chine continentale. Je pense par exemple au Guatemala ou au Paraguay. Mais sinon, la Chine est le premier partenaire économique des pays de la région. Les États-Unis, page 18. Les États-Unis doivent être prééminents dans l'hémisphère occidental comme condition de notre sécurité et de notre prospérité. Une condition qui nous permette de nous imposer avec confiance où et quand cela est nécessaire dans la région. Les termes de nos alliances et les conditions dans lesquelles nous fournissons toute forme d'aide doivent dépendre de la réduction de l'influence adverse extérieure. Depuis le contrôle des installations militaires, des ports, des infrastructures clés jusqu'à l'achat d'actifs stratégiques au sens large. Page 18. Page 19, il continue. Il faut donc faire tout le possible pour expulser les entreprises étrangères qui construisent des infrastructures dans la région. C'est simple, il y a que les Chinois principalement, pas que, mais principalement qui construisent des infrastructures dans la région. Et les États-Unis doivent également renverser des mesures telles que les taxes sélectives, les réglementations injustes, les expropriations qui nuisent aux entreprises américaines, les termes de nos accords, en particulier avec les pays qui dépendent le plus de nous et sur lesquels nous avons le plus d'influence, doivent être des contrats à source unique pour toutes nos entreprises. Alors, grosso modo, l'idée, en plus d'expulser les Chinois, c'est de casser l'État dans ces pays-là, de plus avoir de législation pour que les entreprises états-uniennes puissent piller le pays et vendre sans concurrence locale, non? Alors c'est ça où il va y avoir des résistances au Venezuela. Mais il y a d'autres pays qui ont totalement abdiqué sur ces conditions. On en a déjà parlé, je vais pas revenir, mais allez voir la vidéo de novembre, donc 2025, où on avait parlé de l'accord qui avait été signé entre l'Argentine et les États-Unis dans ce sens. Donc là, l'accord, c'était avec du chantage, c'est-à-dire si tu veux qu'on injecte des dollars dans ton économie et qu'on stabilise le peso et qu'on assure ta réélection à Milei, non? Il va falloir signer des accords qui sont extrêmement défavorables pour l'Argentine. Moi, quand j'ai lu l'accord, je me dis mais c'est pas possible, c'est le traité de Versailles, c'est un acte de reddition. L'Argentine s'engage à finalement détruire c'est le pilier de son économie qui est le secteur agricole et l'élevage, ou une partie du pilier qui est en tout cas pour vendre aux Argentins. Et donc ça va se concentrer uniquement dans l'agro-business de soja ou de viande de culture intensive pour envoyer en Chine ou en Europe d'ailleurs, notamment avec les accords du Mercosur. Mais sinon, l'agriculture interne, on va dire, va être complètement aux mains des États-Unis, qui ont interdit dans ces accords que l'État argentin subventionne les producteurs, alors que les producteurs et les agriculteurs états-uniens sont gavés de subventions. Enfin, c'est vraiment des contrats. Il faut être une larve comme Milei pour signer un truc comme ça. Au Venezuela, ils n'ont pas signé. Le modèle, alors c'est Milei effectivement, mais c'est aussi le Pérou. Le Pérou, qui est un pays sous occupation militaire états-unienne, non? Ça fait donc depuis 2023 que tous les ans est renouvelée une occupation militaire de plusieurs centaines ou milliers de soldats états-uniens qui parcourent le pays sans rendre de compte à absolument personne. Le Pérou a changé son arsenal militaire, qui notamment dans le domaine aérien et dans le domaine des armes légères était russe, était d'ailleurs soviétique avant d'être russe et puis russe. Pourquoi? Bah, c'est très simple, parce que le rival principal, c'est le Chili, qui était surarmé par les États-Unis. Et donc, le général Velasco, qui savait de quoi il parlait, puisqu'il était général, disait, mais si jamais leur allié traditionnel dans la région, c'est les États-Unis, si jamais on a un armement des États-Unis et qu'il y a une guerre, ils favoriseront le Chili au détriment du Pérou, donc on va acheter russe. Donc là, le Pérou est en train de changer radicalement avec notamment des sous-marins coréens, des armes légères et des lance-roquettes israéliens, des
des radars états-uniens, et grosso modo dans le monde de l'OTAN. Ah, et des avions dont on ne sait pas s'ils vont être suédois, français ou états-uniens. Ça, on attend depuis. Mais il y a quand même 24 avions en jeu, donc je crois que on parle de 4 milliards de dollars. Et récemment, les États-Unis et le Pérou ont signé. Alors rendez-vous compte, hein, c'est un président intérimaire qui a été élu par 10 000 voix et par une magouille d'un coup d'État parlementaire a renversé une présidente qui n'était pas plus légitime que lui, qui était déjà au pouvoir par un coup d'État parlementaire. Et c'est ce genre de personne corrompue, d'ailleurs, qui peut-être va être renversée par un autre coup d'État parlementaire alors qu'on est à 2 mois des élections. C'est cette personne qui a signé ce genre d'accord, notamment un accord pour donner la base militaire navale aux États-Unis. Les États-Unis vont faire un investissement de 1,5 milliard de dollars pour moderniser la base navale de Lima, enfin, la plus grande du pays, et avec une présence permanente pendant 10 ans. Donc bon, le Pérou, c'est 40% du territoire qui est sous concession privée, principalement étrangère. Enfin, voilà, c'est ça que veulent. Pas de législation. Toutes les grandes entreprises sont exonérées d'impôts. Le seul impôt qui est payé, c'est par les petites et moyennes entreprises, et puis une TVA très haute. Je veux dire, c'est ça que veut Exxon au Venezuela et qu'il n'aura pas. Non, et ça, c'est le modèle. Le modèle, c'est le Pérou, c'est ce type de pays, en fait, un territoire où les entreprises états-uniennes peuvent piller les ressources naturelles, assurer qu'il n'y ait aucune concurrence, principalement de la Chine, et vendre des biens depuis des biens produits encore aux États-Unis, notamment dans le domaine agricole. Et le Pérou, et je parle du Pérou, je connais un peu mieux, mais le Chili, l'Équateur et l'Argentine n'ont pas de plan B. C'est-à-dire, parce que ces pays-là, leur premier partenaire économique, c'est la Chine. Et là, devant cette stratégie de sécurité nationale, ils n'ont pas de plan B. Et je peux vous l'assurer, au Pérou, j'ai été faire des interviews, notamment avec l'association des exportateurs, la puissante association des exportateurs péruviens, notamment dans le domaine agricole. Hein, vous pouvez aller à Grand Frais à Carrefour, là, c'est inondé de produits péruviens. Si vous verrez dans les conditions que c'est produit, vous en mangeriez plus. Mais ils ont aucun plan B. En fait, le seul plan B, c'était de dire, mais durant le premier mandat Trump, on a fait des très bons échanges commerciaux avec la Chine et avec les États-Unis. Mais là, par rapport à la violence qui se prépare à tomber sur l'Amérique latine, une reconquête totale de l'Amérique latine. Là où ça va être intéressant, alors c'est terrible hein, pour l'Amérique latine, parce que ça veut dire que de toute façon, elle va entrer dans le monde multipolaire, parce que c'est un fait, hein, le poumon économique, le pivot économique du monde est déjà en Asie, avec la Chine comme pays principal, mais avec l'Inde, l'Indonésie, les Philippines, le Pakistan, le Vietnam, et de toute façon, donc là c'est un fait, il n'y a même pas à tergiverser. Le monde multipolaire va se construire et l'Amérique latine risque de rentrer dans le monde multipolaire avec plusieurs décennies de retard. Donc c'est effectivement terrible si la situation se maintient comme ça. Par exemple, le port de Chancay au Pérou, donc qui est une propriété de Cosco Shipping, qui est une entreprise chinoise et qui se proposait d'être le hub portuaire pour les pays de l'Amérique du Sud vers l'Asie. Le seul hic du port de Chancay, c'est que le port de Chancay n'a pas une grande connectivité. Il y a une route qui est finalement pas très grande, et en tout cas pour un port de cette importance, elle ne l'est pas du tout. Et puis il n'y a pas de train. Mais le port de Chancay a créé un engouement, c'est-à-dire que déjà depuis les ports de Buenaventura en Colombie, les ports de Guayaquil en Équateur, les ports de Iquique ou de San Antonio au Chili, là, il y a les bateaux vont à Chancay et ils sont transférés sur d'autres bateaux pour faire la traversée avec 10 jours de moins, donc des coûts logistiques en moins. Avant, il fallait monter jusqu'à Manzanillos au Mexique ou à Long Beach aux États-Unis. Donc évidemment, là, ça a créé un certain engouement.
notamment pour la construction de réseaux ferroviaires, pour développer la connectivité du port, notamment de réseaux ferroviaires depuis le Brésil, depuis l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Il y a aussi des régions brésiliennes comme Acre ou Rondônia qui sont beaucoup plus proches de la côte pacifique péruvienne que du port de Santos, de Sao Paulo, de l'autre côté. Donc ça avait créé un certain engouement. Bon, là, je crois que les États-Unis sont clairs. Il faut faire tout le possible pour expulser les entreprises étrangères qui construisent des infrastructures dans la région. Ça fait 100 ans que l'Amérique latine devrait avoir un réseau de chemin de fer. Il n'y en a pas parce que c'était des pressions des États-Unis pour maintenir le pays dans la dépendance et notamment aussi dans la dépendance aux camions faits par Chevrolet et les entreprises américaines. Donc, c'est pas évidemment une bonne nouvelle pour l'Amérique latine. Alors, il y a quelque chose quand même qui est intéressant, c'est que va y avoir un secteur du patronat qui va rentrer totalement en opposition avec les intérêts des États-Unis. C'est-à-dire ce patronat qui fait du business avec la Chine, qui voit que le monde, le pivot économique du monde est là-haut, et qui se dit mais pourquoi je devrais moi baisser mon taux de profit pour que subsistent encore des industries à Flint ou à Bozeman? J'en ai rien à foutre. Et ça, c'est une situation qui a déjà eu lieu dans l'histoire de l'Amérique latine. Lorsque l'oligarchie créole rentre en contradiction avec les intérêts de la couronne espagnole, c'est le début des guerres d'indépendance et on sait comment ça a fini. Donc voilà, là c'est ce qui est en train de se jouer en Amérique latine. Pas que, je rentre pas, Groenland, Proche-Orient, Taïwan, etc. Tout ce qui est mer de Chine, Pacifique asiatique, etc. Ça va être très intéressant, sans parler oui, évidemment du cercle arctique, Groenland, etc. Mais en tout cas en Amérique latine, voilà la donne qui est là. Mais ça va être dur aussi pour les États-Unis. Ça va être dur d'essayer de réessayer de s'imposer d'une manière. Et ce qui s'est passé à Caracas, c'est un avertissement. C'est-à-dire, si vous continuez à faire les marioles avec les Chinois, on a des leviers de pression qui peuvent aller jusqu'au bombardement et l'enlèvement du président. Là, par exemple, je peux même pas l'appeler président, mais celui qui a été installé donc à la présidence là il y a quelques mois au Pérou, s'est réuni 2 fois clandestinement avec un gros entrepreneur chinois. Eh ben, c'est marrant, mais quelques jours après, il y a tous les médias qui lui sont tombés dessus, alors que c'est une personne de droite, tous les médias qui lui sont tombés dessus. Au Parlement, il y a même des groupes parlementaires représentant les intérêts de l'élite économique péruvienne qui ont engagé une procédure de destitution, etc. Alors, je n'ai aucune preuve, bien évidemment, mais de là, on peut avoir un petit peu d'engouement conspiranoïde de temps à autre à dire que c'est peut-être aussi un avertissement qui est lancé depuis l'ambassade des États-Unis. Là, c'est clair. C'est là, par contre, on n'est pas dans la conspiration en ce qui concerne la stratégie de sécurité nationale. Donc, voilà la situation dans les prochaines années sur le continent. Alors, c'est une situation qui ne se gère pas en 3 ans. Il reste 3 ans de mandat à Trump. Là, on est vraiment parce que pendant des années, que ce soit les démocrates, les républicains, finalement, la vision sur l'Amérique latine était à peu près la même. Les républicains un peu plus durs et les démocrates avec plus de soft power, mais c'était à peu près la même. Là, entre la vision des Trumpistes et leurs oppositions, qu'elles soient démocrates ou républicaines, il y a un gouffre parce que la vision de l'opposition à Trump, c'est une vision plus basée sur le libéralisme, le libre-échange, etc. Trump l'a dit. Now, an anti-tariff person is a pro-Chinese person, like Coke. Aujourd'hui, être pour le libre-échange, c'est être pro-chinois. C'est une recomposition politique, on va devoir se réajuster sur les concepts là. Mais c'est ça. Et pour mettre bien sa vision, il a besoin de plus de 3 ans. Donc on peut se poser les questions. Si jamais J.D. Vance ou celui qui suivra ne gagne pas les élections, est-ce qu'ils vont être disposés à rendre le pouvoir? Bon là, on rentre dans de la prospective, mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent être intéressantes dans les prochaines années aux États-Unis. Voilà.
en n'oubliant jamais que ce pays possède 400 millions d'armes à feu. Et que là, ils sont en train de titiller les gâchettes, mais qu'à un moment donné, l'étincelle peut prendre assez vite. Donc voilà, pour la stratégie globale des États-Unis pour l'Amérique latine et les Caraïbes. J'ai dit un mot sur le Pérou lorsque j'exposais la doctrine des États-Unis sur le continent. Le Pérou rentre dans une période électorale, donc avec qui est censé mettre fin à une instabilité totale depuis 2016. Je rappelle que le Pérou a connu 8 présidents en 10 ans, dont 2 seulement ont été élus par le peuple. Donc il y a un véritable problème démocratique au Pérou. Évidemment, vous n'en entendez pas parler, c'est puisque le Pérou est un fidèle allié des États-Unis et de l'Occident. Mais il y a eu aussi des répressions, il y a eu où l'armée a tiré sur le peuple, etc. Et bon, on va voir comment se propagent ces élections. Évidemment, là, je ferai certainement des émissions spéciales puisque je vais être depuis sur place et depuis l'intérieur. Donc j'aurai accès à des bonnes informations. Pour l'instant, les sondages donnent gagnant les néocoloniaux et les néolibéraux de Fuerza Popular du Fujimorisme contre les néolibéraux et les néocoloniaux de Renovación Popular du maire de Lima. Donc pour l'instant, ça n'augure rien de bon pour le camp national populaire. Il peut y avoir un sursaut. Il y a déjà eu des surprises dans les élections péruviennes. On se rappelle évidemment de Pedro Castillo en 2021. Donc on verra. Là pour l'instant, c'est bien trop tôt pour faire des paris électoraux, même si les sondages, alors quand je vous dis que les sondages mettent ces 2 options en tête, la première à 10%, le deuxième à 8%. Donc vous imaginez, vous passez au deuxième tour avec 8% des votes. Donc tout peut bouger pour l'instant. Ce qui est vrai, c'est que le camp populaire est très fracturé. Au clivage traditionnel entre la côte et la montagne, entre le nord et le sud, entre les villes, les campagnes, entre les différentes ethnies indigènes du Pérou, les clivages générationnels, les clivages de classe. En plus de tout ça, le camp populaire est fragmenté puisqu'il y a 38 candidats. Vous imaginez 38 candidats à l'élection présidentielle. Donc voilà, on y reviendra évidemment dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. En tout cas, prenez date, c'est le 12 avril. Il y aura aussi des élections, on va suivre. Alors au Costa Rica, on en dira un mot quand il y en aura les résultats, mais le Costa Rica n'est pas un pays, c'est un territoire administré par une caisse de résonance de Washington. Ça n'a que très peu d'impact dans la région et autant voir les changements qu'il y a à Washington de ligne directrice face aux colonies pour savoir ce qui va se passer au Costa Rica. Mais il y a des élections, donc on en dira évidemment un mot quand on connaîtra le gagnant, mais le gagnant de toute façon sera une caisse de résonance de Washington. Et il y a des élections en Colombie. Alors là, en Colombie, par contre, ça va être très intéressant puisque donc c'est va se jouer ou pas la continuité du gouvernement Petro. Alors on est en Colombie, la Colombie c'était l'allié traditionnel des États-Unis dans la région, c'est un allié global de l'OTAN, c'est le seul en Amérique latine pour l'instant, parce que le Pérou est en train de demander aussi son adhésion. Toujours un peu en retard le Pérou, généralement. Il va demander son adhésion quand les États-Unis vont shipper un territoire à un autre membre de l'OTAN. Bon, on verra. La Colombie, ce qui va jouer, alors le gouvernement Petro, un gouvernement, on va dire, national, populaire, très modéré, qui n'a pas su, à mon sens, qui n'a pas su bien prendre la dimension de ce qui était en train de se jouer et a passé plus de temps à taper sur le Venezuela qu'à construire une alternative crédible et durable pour la Colombie. Et là, on va voir justement ce qui va se jouer. Donc, on a un candidat donc dans la continuité de ce qu'a fait Petro, donc Iván Cepeda, qui est quelqu'un qui vient de la gauche traditionnelle colombienne, connu entre autres pour avoir fait un procès et gagné contre l'ancien président Álvaro Uribe. Et puis, alors, il y a plusieurs candidats, mais Iván Cepeda est en tête, en réalité, dans les sondages, contre
Abelardo, qui est le candidat de l'ultra-droite coloniale et ultra-libérale, donc avec un profil un peu à la Milei, à la Trump, grande gueule, machin, etc. L'ouribisme a fait, on va dire, des primaires dans lesquelles est sortie une candidate aussi d'ultra-droite, Paloma Valencia, qui certainement apportera son soutien à Abelardo, parce que la différence est quand même assez grande entre les deux. Donc on se dirige là vers deux modèles radicalement antagoniques, et qui auraient bien évidemment, dans le cas de la victoire d'Abelardo, qui aurait des répercussions sur toute la région, et peut-être même aussi sur le Venezuela. Il y a aussi des élections au Brésil en fin d'année, on en reparlera. Les élections en Colombie, c'est en mars, fin mars. Vous voyez là, ça va être assez intéressant. Donc, l'Argentine, je parlais de l'Argentine. Et il s'est passé des choses intéressantes en réalité très tragiques, puisque l'Argentine a connu des feux de forêt qui ont dévasté une partie de la Patagonie. Et ça a eu évidemment de grandes répercussions politiques. Pourquoi? Parce que Milei, donc dans son délire libertarien, avait baissé le budget des agences qui s'occupaient justement des feux de forêt ou qui s'occupaient des incendies, l'avait baissé de 78%. Et par ailleurs, était en discussion la modification d'une loi qui décrit que lorsqu'il y a un incendie dans une zone résidentielle, l'activité du terrain ne peut pas être changée entre 30 et 60 ans. C'est-à-dire, vous pouvez pas faire de l'industrie sur un terrain qui était résidentiel et qui a été cramé. Voilà. Et ça, justement, le gouvernement de Milei voulait le révertir. Donc, évidemment, ça a donné lieu à des polémiques. Je vous laisse imaginer que, effectivement, que les incendies avaient été provoqués, bien évidemment, pour maximiser des profits pour des entreprises étrangères et qui sont déjà présentes en Patagonie, mais qui voudraient étendre leurs activités, le domaine qu'ils possèdent. Donc, évidemment, ça a créé sur la conscience nationale argentine, ça a créé un peu de ressentiment. Et puis en marge de cela, je dis en marge parce que le ressentiment, il est sur ça. Et en marge de cela, il y a aussi tout un pan des Argentins qui accusent les Israéliens et les sionistes précisément en se référant au plan Andina et au fait que l'Argentine avait été aussi du temps des sionistes originels et de Herzl, une alternative à la Palestine, et donc qui aurait une volonté aussi de colonisation du sud de la Patagonie. Et effectivement, il y a énormément de touristes israéliens ex-militaires qui sont dans la région, et donc je vous laisse imaginer le cocktail. Et on a eu plusieurs personnes qui ont manifesté contre ça en Argentine et au Chili aussi. Donc voilà, cocktail explosif à partir des incendies en Argentine. Alors on va rester dans l'explosif. Je vais dire un mot sur Cuba aussi. Donc Cuba, une des mesures en tout cas que les États-Unis aimeraient, c'est que le Venezuela arrête de fournir du pétrole à Cuba et que l'île soit complètement asphyxiée. Le Mexique aussi fournit de l'énergie, du pétrole à Cuba. Les Chinois sont en train de rénover leur parc énergétique, notamment avec du photovoltaïque et de l'éolienne, mais ça prend du temps, ça. Et ça sera pas opératif réellement avant 2030. Et donc, évidemment, Trump essaie d'asphyxier Cuba. Cuba a vu ce qui s'est passé au Venezuela, où en plus 32 militaires ou policiers cubains ont été assassinés, et donc a décrété la mobilisation générale. Cuba se prépare à n'importe quel type d'offensive des États-Unis contre l'île révolutionnaire. J'en ai pas parlé puisque j'ai repoussé le Venezuela, en fait, avec le bombardement, j'ai repoussé la vidéo du mois de décembre. En fait, là, on cumule un peu décembre-janvier pour l'exceptionnalité de ce qui s'est passé dans la région le 3 janvier à 2h du matin. Mais effectivement, le camp
néocoloniale et néolibérale a complètement terrassé les sociolibéraux du Chili. Non, c'était donc, j'en ai pas parlé, j'en avais dit déjà un mot lorsqu'il y a eu le premier tour dans la vidéo de novembre, où j'avais dit de toute façon la candidate du Parti communiste. Alors le Parti communiste chilien, c'est à la droite d'Olivier Faure. Hein. C'est pas Lénine. Loin de là d'ailleurs. Mais donc elle était Parti communiste chilien. Je vous renvoie à l'analyse que j'ai fait de qui était la candidate, de qui était son opposant, Monsieur Cast, etc. Et j'avais déjà annoncé plus ou moins les résultats. Effectivement, les résultats ont donné lieu à, elle s'est fait terrasser par ce candidat. Et donc, dans la région, on a un nouveau gouvernement totalement aligné sur les intérêts de Washington. Et alors c'est anti-migrants, vive le Chili, etc. Mais en réalité, ça va être une caisse de résonance de ce que Trump va décider. Et là encore, on va voir, parce que ça va être vraiment intéressant, parce que le Chili, son premier partenaire commercial, c'est la Chine. Le Chili, à la différence de son voisin péruvien, par exemple, a une classe empresariale, un patronat qui est finalement une bourgeoisie assez nationale, non? Et donc on va voir si elle va être disposée à baisser ses profits pour que, encore une fois, John Smith, ouvrier à Bozeman ou dans le Michigan, puisse avoir du boulot. C'est ça qui est en train de se jouer, hein, finalement. Et je suis pas sûr en réalité, donc je sais pas les marges de manœuvre. On peut se les imaginer, ça va pas être très grand. Je rappelle que les États-Unis ne proposent rien, hein, en réalité, pour substituer ce que les relations commerciales avec la Chine. Donc voilà. Là, je vais finir sur 2 pays où c'est vraiment intéressant. Je sais que vous n'en avez pas entendu parler. Je sais que là encore, il y a un énorme de poids de mesure. C'est la Bolivie et le Honduras. On commence par la Bolivie. La Bolivie, j'avais été donc en août 2025 en Bolivie. Il y a des reportages sur la chaîne, vous pouvez regarder. Et j'avais annoncé, je n'étais pas peu fier de moi d'ailleurs, que malgré ce que disaient les sondages, malgré ce qu'en disaient les télévisions, le vainqueur de l'élection allait être Rodrigo Paz. Et effectivement, Rodrigo Paz a gagné l'élection. En réalité, c'est pas Rodrigo Paz qui a gagné l'élection. C'est son vice-président, Edman Lara. Edman Lara, qui était un policier de 17 ans de service dans la ville de capitaine de police, dans la ville de l'Alto, donc là, qui était une base de Evo Morales avant. Alors Evo Morales avait été interdit de se présenter. Je vous renvoie aux vidéos de l'époque. Toujours est-il que Edman Lara venait du peuple et représentait les intérêts populaires, notamment la lutte contre la corruption, puisqu'il avait été même viré et évincé de la police pour des luttes anticorruption. Et donc, j'avais dit à l'époque, ça va être difficile pour M. Rodrigo Paz de diriger, puisque il a un vice-président qui est beaucoup plus populaire que lui, et il a un groupe parlementaire qui est aussi beaucoup plus à droite que lui. Eh ben, M. Rodrigo Paz il a choisi le groupe parlementaire et il a évincé son vice-président. Rendez-vous compte, il ne l'appelle plus, il ne lui délègue aucun attribut de l'exécutif. Et normalement, le chef du législatif, selon la constitution bolivienne, c'est le vice-président. Eh ben, ils lui ont retiré, donc il est complètement mis à la marge. Et le vice-président, donc qui a le soutien en réalité populaire, c'est même décrété en opposition au gouvernement. Imaginez un peu la stabilité que cela augure. Et donc Rodrigo Paz, donc il a fait la réunion avec Rubio, hein, c'est le réunion avec les États-Unis, alignement total derrière les États-Unis. On verra d'ailleurs, parce qu'il a 3 mois de président. On verra les impacts que ça aura sur les liens entre la Chine et la Bolivie, notamment en ce qui concerne le lithium. Je rappelle que la Bolivie, c'est 50% des réserves de lithium au monde. On va voir tout ça. Toujours est-il que Rodrigo Paz a immédiatement appliqué la stratégie néolibérale pour sortir le pays de la crise et notamment supprimer les subventions au gasoil
Alors, sur la fin de ces subventions, évidemment, ça a un impact gigantesque sur le monde agricole, non, et puis sur le transport de la nourriture, donc sur le prix de la nourriture au final, et donc ça a un impact sur l'alimentation des familles boliviennes. Et donc il y a eu une grève, parce que la Bolivie a des mouvements sociaux très forts, hein, et il y a eu une grève. Là c'était le syndicat, donc la centrale syndicale, la COB, a appelé à des manifestations, et donc ils ont fait tomber la réforme une première fois. Elle a été remaniée, il y a eu encore des mouvements sociaux, et pour l'instant on est en stagnation. C'est-à-dire que je pense que le nouveau gouvernement est installé depuis novembre, donc faites le calcul, ça fait 3 mois. Je pense qu'il va changer de stratégie, faire ça petit à petit, et qu'il y a beaucoup plus à faire en ce moment, notamment, je pense, la question du lithium. Quand on se réfère à la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, je pense que cette question est prééminente pour la survie de ce gouvernement, non ? Si les États-Unis continuent de le soutenir ou pas, parce qu'il va devenir très impopulaire. Le vice-président actuel pourrait en profiter. Donc on pourrait retourner dans une instabilité politique en Bolivie. Donc affaire à suivre pour l'instant. Là, pour le coup, le peuple bolivien marque un petit point. Affaire à suivre. Là où le peuple marque pas de point du tout, par contre, c'est au Honduras, où il y a eu des élections, donc il y a plusieurs mois. On en a déjà parlé, mais j'avais laissé ouvert, puisque j'avais dit, on va voir comment ça finit tout ça. Et ben là, c'est fini, malheureusement. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que peu de temps avant l'élection, Donald Trump a dit, donc il y avait 3 candidats, grosso modo en lice, le candidat de la continuité du gouvernement national populaire, de gauche, on veut dire, actuel, le candidat social-libéral et le candidat néolibéral, et Trump a dit, ça c'est mon candidat, Tito Asfula, c'est mon candidat, c'est lui, il faut que vous votiez pour lui. Et là où c'est intéressant, c'est que les Honduriens qui vivent aux États-Unis et qui envoient des remessas, qui envoient de l'argent au pays, se sont vus notifier, donc là c'est pareil, hein, comment les fichiers de Western Union non plus, se sont vus notifier que si jamais Asfula ne gagnait pas, le candidat Trump ne gagnait pas, eh ben on ne pourrait plus envoyer de l'argent au pays. Ça, c'est un stratagème que les États-Unis utilisent de manière régulière en Amérique centrale, qui sont des pays qui vivent des envois de l'argent des expatriés aux États-Unis. Je me rappelle qu'en 2005, par exemple, il y avait un candidat du Front Farabundo Martí de Libération Nationale, Shafiq Andal, ancien guérillero proche du Parti communiste salvadorien, qui représentait la gauche de la guérilla, qui est un peu fourre-tout cette guérilla, et qui se présente comme candidat à la présidentielle. Il a le soutien immédiatement de 65% de la population, et à l'époque, c'était l'ambassadeur des États-Unis qui avait dit, si jamais vous élisez Shafiq Andal, on bloquera tous les renvois d'argent au pays. Donc c'est la première rentrée de devises de ces pays-là, et donc Shafiq Andal avait perdu contre le candidat de Washington. Visiblement, c'est ce qui s'est passé aussi au Venezuela. Donc là, si vous considérez que c'est de la démocratie, faut reparler. Si vous considérez que la démocratie participative, la démocratie directe du Venezuela n'est pas de la démocratie, mais que par contre ce modèle-là, où on fait pression de manière de sanctions économiques, etc., pour faire élire un candidat qui va favoriser vos intérêts laits, là je crois qu'il faut quand même rebattre les cartes de ce qu'est la démocratie ou pas. Toujours est-il que en plus de ça, visiblement, il y a eu une fraude le jour de l'élection. 10 000 procès-verbaux présentent des incohérences. 288 contestations n'ont pas été résolues, c'est-à-dire que 288 plaintes au pouvoir électoral n'ont pas été résolues. Et il y a eu le refus de recompter, malgré le fait que le Congrès voulait obliger le pouvoir électoral à recompter. Le pouvoir électoral a dit non, donc crise institutionnelle par-dessus. Et le Congrès voulait recompter voix par voix, finalement, dans les 19 000 bureaux de vote. Un des 3 recteurs du Centre national électoral hondurien a ouvertement parlé de fraude. Est-ce que vous en avez entendu parler?
Est-ce que les dirigeants de votre pays ont demandé à voir les procès-verbaux comme le cirque qu'ils avaient monté au Venezuela? Est-ce qu'on a entendu le clown colombien demander de refaire les élections ou de revoir les procès-verbaux? Est-ce qu'on a entendu Lula faire la même chose? Pas du tout, pas du tout. Là, c'est passé totalement crème. Alors, les Honduriens ont essayé de résister. Le parti au pouvoir a déclaré que ces élections ne valaient absolument rien, qu'il ne les reconnaissait pas. Mais la pression est telle sur ce pays que la présidente, alors pression des États-Unis et pression militaire interne, la présidente va devoir tout de même assurer le passage de pouvoir le 27 janvier prochain au candidat de Trump. Donc voilà, là, on est face à une fraude massive qui n'a pas été dénoncée ni par l'Union européenne, ni par l'AEA, ni par n'importe quel gouvernement, ni par le gouvernement de la Colombie ou du Brésil qui avait été tellement actif pour essayer de faire valider la thèse de la fraude lors de l'élection de Nicolás Maduro, non? Et on a vu où ça menait et on a vu le poids diplomatique qu'ils ont eu par la suite, c'est-à-dire zéro. Ils n'ont même pas pu éviter une guerre chez leurs voisins. Donc là encore, on a un deux poids deux mesures dès qu'il s'agit du candidat des États-Unis. Évidemment, personne, aucun média n'en parle, ou s'ils en parlent, c'est pour valider la fraude. Voilà. Donc d'ailleurs, là, on a vu encore l'Amérique latine. En plus d'être recolonisée par les États-Unis, elle est fragmentée, je dirais presque comme jamais, puisque lorsque le Congrès hondurien a décidé de recompter, d'obliger légalement parlant le Conseil national électoral à recompter les voix, on a eu plusieurs pays d'Amérique latine, donc les pays, ce que j'appelle moi les pays serpillères, c'est quand il y a un truc pas propre, Washington arrive et il lave le truc pas propre. Et donc les États-Unis ne se sont pas prononcés, ils ont envoyé les serpillères, donc les caisses de résonance de Washington, faire le boulot. Donc on a eu un communiqué commun de l'Argentine, de la Bolivie, du Costa Rica, de l'Équateur, du Guatemala, du Paraguay, du Pérou et de la République dominicaine pour dénoncer, écoutez bien, pour dénoncer la volonté de recompter les voix. C'est à peu près les mêmes pays serpillères, territoires serpillères, qui, eux, exigeaient de recompter les voix au Venezuela. Donc, on est vraiment dans un cirque total qui montre aussi un truc qui n'est pas drôle du tout, c'est la fragmentation de l'Amérique latine qui n'est pas du tout prête pour résister aux ambitions impériales énoncées dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Voilà, je m'arrête là. Partagez la vidéo, je compte sur vous, débattez, posez des questions. On reviendra évidemment le mois prochain pour une nouvelle vidéo du mois pour décrypter les nouvelles et l'actualité de l'Amérique latine. À bientôt.